On va fermer son micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, lançons-nous. Donc, première chose ici, moi j'ai mon ami Xemp qui est juste là. J'ai démarré mon serveur Apache, j'ai démarré mon serveur. Donc, le serveur Apache qui est ici, il va vous servir la session prochaine dans votre cours de commerce électronique 1, dans lequel vous allez exploiter un langage de programmation côté serveur qui s'appelle le PHP. En parallèle, vous allez continuer avec Visual Studio dans votre cours de transactionnel 1, où vous allez exploiter un langage de programmation back-end aussi qui s'appelle le ASP Webform. Et en parallèle, vous allez utiliser Visual Studio Code pour, en JavaScript, dans un framework qui s'appelle Node.js, faire quoi? De la programmation côté serveur. Donc, cette session-ci, vos cours de web étaient orientés front-end. La session prochaine, on va rajouter le back-end. Donc, oui. Oui, c'est ce que je viens de dire. Donc, back-end, côté serveur, ce sont des synonymes. Donc, parce que front-end, c'est ce que le client voit. Donc, c'est l'interface usagée. JavaScript, CSS, Bootstrap, HTML. Back-end, quand ton application client envoie de l'information vers le serveur, donc back, en arrière, le client ne voit pas ce qui se passe. C'est le back-end qui peut se connecter à la base de données, faire des calculs, récupérer de l'info et le renvoyer au front-end qui, lui, va l'afficher. Donc, présentement, nous, notre application Windows Form, ça va être notre front-end. Et notre Microsoft SQL Server, ou MySQL aujourd'hui, va être notre base de données. On n'a pas besoin d'un langage intermédiaire pour se connecter. Notre C# va directement parler à la base de données. Alors, on va juste vérifier que, parce que la semaine dernière, OK, c'est bon. Donc, ici, si je frappe sur admin, ça m'amène dans phpMyAdmin. On va créer une nouvelle base de données. On va la nommer POO. Ça va? Donc, on va créer la base de données. Elle est juste ici, POO Student. On va donner une table étudiant. La table étudiant va avoir un ID, nom, prénom, âge, 4 champs. Ça va donc créer. Et allons-y, on va donner un ID, on va donner tiens, on va y aller avec un nom, prénom, âge. Ça va? Je ne vais pas me casser la tête à définir une clé primaire, etc. Vous savez faire ça. Je veux juste des champs dans lesquels je vais insérer, récupérer ou modifier. C'est bon pour tous? OK. Voilà. Pardon? Ah oui, merci. Donc, varchar, on va limiter à 50 caractères les textes. Int, ici, ça va. Donc, on va enregistrer le tout tel quel. Donc, j'ai ma table et ma table contient les champs qui se trouvent juste ici. Donc, côté base de données, c'est réglé. On pourrait venir dans SQL, faire des requêtes d'insertion, etc., etc. D'ailleurs, on va valider le fait que à ce stade-ci, cette base de données a été créée, elle est complètement vide. Il n'y a rien à l'intérieur. OK. Donc, jusque-là, ça va. Maintenant, on va créer une application Windows Form. Et dans notre application Windows Form, on va vouloir ajouter une nouvelle librairie. Ça, c'est le mot général. En .NET, ça s'appelle un namespace. Namespace, si je traduis, name, nom, space, espace, un espace de nom. Quel nom? Un espace qui contient des noms de classes, qui représentent les différents outils qui se trouvent dans cette boîte. Donc, je mets ça en aparté.
on ne ferme pas parce qu'il faut que notre serveur reste actif. Et je vais venir sur le bureau, comme c'est notre habitude, créer un nouveau dossier et je vais appeler ça POO, tiens, MySQL. Comme ça, c'est clair ce qu'il y a là-dedans. Je vais venir ouvrir Visual Studio. Et donc créer une nouvelle application Windows Form. Donc ici, application Windows Form, suivant, on va viser le dossier qu'on a prévu à cet effet sur notre bureau. Assurez-vous toujours de cocher ce checkbox pour s'assurer que le point SLN, la solution, est sauvegardé au même endroit que tous vos autres fichiers. Créer. Et on va avoir un magnifique formulaire Windows qu'on a appris à aimer et adorer, dans lequel on va rajouter simplement un bouton. Le bouton va nous servir à faire quoi? À lancer notre séquence de connexion à la base de données et exécution de la requête d'insertion qu'on va démontrer. Parce que je répète, je ne veux que démontrer une insertion parce que tout le reste a déjà été démontré et c'est la même séquence. Donc, avant de m'amuser à faire l'insertion, je vais prendre mon bouton, je vais le déposer. Et on va revenir juste ici, écrire using system.data. Juste pour que dans la vidéo, on revoie ce qui est disponible par défaut. ODBC, c'est pour Oracle. OLEDB pour Access. SQL, c'est pour Microsoft SQL Server. SQL Client, c'est pour Microsoft SQL Server Express, la version légère de SQL Server qui s'installe avec Visual Studio. Ça va, c'est une version light. La version professionnelle est coûteuse et plus grosse, et ainsi de suite. OK. Donc, je n'ai rien pour MySQL là-dedans. Donc, on va devoir ajouter une ressource à notre projet. Maintenant, dans votre cours de JavaScript, est-ce que vous êtes rendu au stade où vous faites du Bootstrap, par exemple? Oui, non, pas encore? OK. Donc, quand on fait du Bootstrap, on charge une librairie supplémentaire dans notre projet qui n'est pas là par défaut au départ. Quand vous allez faire du PHP, quand vous allez faire du Python, quand vous allez faire du Java pour du développement mobile ou du Kotlin, il y a des outils qu'on appelle des gestionnaires de paquets ou de packages qui permettent de télécharger de l'Internet et d'installer sur votre ordinateur des ressources supplémentaires. Donc, vous allez faire du Node, par exemple, la session prochaine. Le gestionnaire de paquets pour le Node s'appelle NPM. Vous allez faire du Python en 4e session et en 5e session, le gestionnaire de paquets pour le Python s'appelle PIP, PIP. Pour Visual Studio, pour le .NET, le gestionnaire de package s'appelle Nugget, comme les nuggets de poulet là, de McDonald's. Donc, si on vient dans Outils, juste ici, on a gestionnaire de package Nugget et on a 3 options. On peut télécharger des nouveaux éléments en ligne de commande ou on peut utiliser une interface graphique. Vous êtes la génération qui aime le graphique, le vidéo. On va laisser la ligne de commande tranquille. On va venir ici dans générer les packages Nugget pour la solution. Donc, je vais cliquer là-dessus et on a une magnifique interface usagée qui va s'ouvrir. Dans cette interface usagée, si je vais sur la section Parcourir, on voit qu'il y a plusieurs choses qui viennent d'être chargées. Ce sont différents packages, différentes librairies populaires .NET qu'on peut télécharger pour nous faciliter la vie en tant que programmeur. Vous faites du JavaScript, vous êtes donc des experts dans l'utilisation du JSON, un objet JSON. On sait ce que c'est à ce stade-ci? Oui, non, peut-être? JSON, donc J-S-O-N,
pour JavaScript Object Notation. Donc, c'est une façon simple en JavaScript de créer des objets et de s'échanger ces objets d'une application à l'autre. Donc, ici, par exemple, NewtonSoft.json, c'est une librairie très populaire en .NET, développée par James Newton King. Peut-être qu'un jour, votre nom sera affiché ici aussi. Et qui permet très facilement de prendre une classe C#, la transformer en un objet JSON et l'envoyer à un script côté client, ou recevoir un objet JSON d'un script côté client, le convertir en objet C# et l'utiliser. Bref, il y a plein de choses intéressantes là-dedans que vous allez apprendre à découvrir au fur et à mesure que vous avancez en informatique. Nous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est MySQL. Donc, je suis sur Parcourir, les librairies disponibles, et dans l'onglet Recherche, regardez, je vais juste taper MY. Et comme par magie, MySQL Connector, MySQL.data, Pomelo Entity Framework, Quark. On a plein de librairies différentes ici qui nous permettent de nous connecter à MySQL des 3 manières disponibles en .NET. Le ADO, le Link et le Entity Framework. Donc, le Link et le Entity, c'est un peu élevé pour nous cette session-ci. Et je ne vais pas empiéter sur la matière des autres sessions. Nous, ce qui nous intéresse, c'est du ADO. Donc, si je lis un peu ce qu'il y a dans ces différentes librairies, la première ici, MySQL Connector par Bradley Granger. Donc, c'est quelqu'un qui s'ennuyait tout seul chez lui un week-end et qui a décidé d'hériter de toutes les classes .NET, connexion, data reader, commande, et d'en faire des MySQL data reader, MySQL connexion, de créer sa propre librairie et de la rendre disponible pour vous, les futurs programmeurs. Donc, si je lis bien, a truly async. Async ici, c'est pour asynchronous. On verra ce que ça veut dire plus tard. MySQL ADO.NET Provider. Donc, c'est du ADO. Ça veut dire que ça suit le schéma qu'on a décrit au tableau tout à l'heure, avec nos étapes 1, 2, 3 et compagnie. Donc, moi, je veux ça. Ici à côté, on me dit que si je coche, ça veut dire que je veux l'installer dans le projet actuel. Donc, chaque fois que j'ouvre Visual Studio, je n'aurai pas accès à ça. J'y aurai accès seulement dans le projet dans lequel je l'installe. Ça va pour tout le monde jusque-là? Il faut être connecté à l'Internet parce que ça va télécharger des choses de l'Internet. Donc, on fait install et là, Visual Studio fait sa magie. Il travaille, il télécharge toutes sortes de choses. OK. Vous voyez, ça bosse dur ici en bas. Okay. Et si tout s'est bien passé et que je retourne dans mon code, regardez, ça s'appelait MySQL Connector. Hein? Donc, si je viens dans mon arborescence de projet ici, dans la section référence, est-ce qu'on va le voir? Okay, il ne l'a pas mis en évidence ici, c'est pas grave. Using, regardez, MySQL Connector. Donc, ce qu'on vient d'installer est maintenant disponible dans notre projet. Donc ça, c'est un nouveau tiroir dans notre projet et ce tiroir contient toutes sortes d'outils, toutes sortes de classes. Donc, je vais faire ceci. Et là, vous allez me dire, OK, c'est un nouveau tiroir avec de nouveaux outils, mais ces outils-là, monsieur, vous ne les avez pas démontrés en classe. Non, mais c'est du ADO. Le ADO, c'est le ADO. Donc, si on suit le chemin qu'on a vu la semaine dernière, on devrait s'en sortir. Okay. Donc, dans mon bouton ici, première étape, je veux créer une connexion. Et une connexion, ça demandait une connection string. Et c'est là qu'on va rencontrer notre premier problème, qu'on va solutionner très, très rapidement aussi. Donc, my SQL connection, ce n'est plus SQL connection, c'est MySQL connection maintenant.
Et ça vient d'où? Ça vient de la boîte MySQL Connector qu'on vient d'installer avec NuGet. Tout le monde comprend ce qui vient de se passer ici? Donc, voilà. Je vais appeler ça con pour connexion, comme la semaine dernière, égale new MySQL connection. Et il y a deux surcharges, comme avec ce qu'on faisait la semaine dernière. Et là, le problème que j'ai, c'est que la semaine dernière, juste ici, on faisait bouton droit, panneau de propriété, et on était capable d'aller copier la chaîne de connexion. Là, on a un problème. C'est quoi ma chaîne de connexion? Donc, si je retourne ici et que je prends la peine de lire un peu, j'ai installé quelque chose. Habituellement, quand vous installez ou vous achetez quelque chose, ça vient avec un magnifique manuel d'instruction. En programmation, ça s'appelle la documentation, que vous ne lisez jamais, mais ce n'est pas grave. On va vous apprendre à le lire. Donc, si je descends un peu ici, ce monsieur-là, Bradley Granger, lorsqu'il a créé cette librairie, il a aussi pris la peine de donner un site de référence sur le projet. Et si vous cliquez là-dessus, regardez comme c'est gentil. Regardez la première ligne ici. On vous donne le format que doit prendre la chaîne de connexion. Évidemment, on va devoir adapter ça à notre projet à nous. Je vais d'abord juste la copier. Je vais la ramener dans Visual Studio, juste ici. On va la coller ici pour mieux l'observer. Donc, il faut que je spécifie le serveur. Mon serveur ne s'appelle pas MyServer. Mon serveur, c'est quoi? C'est localhost. Notre serveur de base de données, il roule sur notre ordinateur. Si on avait vraiment déployé notre serveur MySQL sur un serveur quelque part sur l'Internet, c'est l'adresse IP de ce serveur qu'on aurait mis, le numéro de port. Mais présentement, c'est localhost, notre serveur. Okay. Ensuite, quand vous vous connectez à une base de données, ça vous prend un username et un password. Si je vais sur PHP MyAdmin maintenant et je vais voir au niveau des privilèges, je vois que j'ai un utilisateur présentement, l'utilisateur root, et il n'a pas de mot de passe. On pourrait créer, et attendez, on pourrait créer un utilisateur supplémentaire et lui octroyer des privilèges. Est-ce que cet utilisateur, il a le droit de faire seulement des insertions ou des insertions, des updates, des deletes? Root a le droit de tout faire. Donc, c'était juste pour vous montrer où ça se trouve, au cas où vous ne saviez pas où créer des nouveaux utilisateurs. Donc, je vais retourner dans mon code .NET juste ici, et my login ID, ça va être quoi? Root. Mon password, root n'a pas de password, donc je vais mettre des guillemets simples. Et ma base de données s'appelle comment? Ma base de données s'appelle, ça c'est pardon, POO Student, merci. POO Students avec un S. Donc, POO Students. Ça va? Donc, on vient d'adapter notre connection string. Si vous vouliez vous connecter à Oracle et que vous veniez d'installer un namespace Oracle, il y aurait un lien, la documentation avec des exemples. C'est bon? Donc, on a notre connection string. Une fois qu'on a notre connection string, la prochaine étape, c'était à l'intérieur d'un try-catch de créer notre commande, d'exécuter notre requête. Donc, try. Try.
va faire le squelette tout de suite. Catch, exception, EX. Et on va venir mettre notre finally. OK. Donc, là-dedans, on veut faire quoi? On veut créer notre commande. La semaine dernière, c'était SQL commande. Ici, ça va être MySQL commande. Donc, MySQL commande. MD, ou peu importe comment vous voulez l'appeler, égale new quoi? New MySQL commande qui reçoit deux paramètres. Le premier est notre requête SQL, le deuxième est notre connexion. Donc, ma requête SQL ici va être allez, c'est où? Ma requête SQL ici va être la suivante. On veut insert, c'est bon, into quoi? Into, j'ai appelé ça étudiant, étudiant, into étudiant. On va insérer l'ID, on va insérer le nom, on va insérer le prénom, on va insérer l'âge. Je vais insérer quoi? Values. Et juste pour nous remémorer ce qu'on a fait la semaine dernière, on va y aller avec des paramètres. Ça va? On va faire une requête paramétrée parce que ça vous permettra après de bonifier l'interface usager avec des textbox et vraiment avoir une application qui insère ce que l'utilisateur tape dans l'interface usager dans une base de données MySQL. Donc, mon premier paramètre, je vais mettre A commercial I pour ID, virgule A commercial N pour le nom, A commercial P pour le prénom et virgule A commercial, c'était quoi? A pour l'âge. Mais j'aurais pu mettre A commercial Toto, A commercial, ça n'a pas d'importance. Il faut juste que chacun de ces trous-là soit unique. Ça va, je ne peux pas utiliser I deux fois. C'est bon pour tous? OK. Donc, j'ai ma requête et maintenant, il faut que je vienne boucher les trous dans cette requête. Donc, on a vu qu'on faisait ça comment? Avec notre commande point parameters. Donc, point parameters, point add with value. Ici, on venait spécifier, on va y aller avec A commercial I, et c'est un integer que je veux passer. Disons 1. Ça va? Parce qu'on n'a pas mis, on n'a pas défini ici que notre ID était auto-increment. Donc, je vais faire ça rapidement, on va modifier après. Donc, nom, prénom, âge. Donc, ici, ça va être le nom. Anne. Ensuite, oups, copier. Donc, Tonier, ici, elle est avec A, technique. Donc, Dylan, et ça c'est prénom, et ici on a dit l'âge. Ça va? 1 an, disons. Donc, j'ai paramétré ma requête. Avant d'exécuter la requête, il faut ouvrir la connexion. Donc, con.open. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de différence avec ce qu'on faisait la semaine dernière, mais par la force de l'héritage. Et maintenant, je vais exécuter ma requête. C'est une requête de type insertion. Donc, le résultat va être un integer qui correspond à quoi? Au nombre d'enregistrements qui ont été affectés par ma requête. Donc, ici, ça va être un CMD, ma commande, point quoi, execute non-query.
Si tout va pour le meilleur, on n'aura pas d'exception, mais au cas où on a des exceptions, on veut un messagebox.show dans lequel on va afficher le message d'exception. Mais quoi qu'il advienne, on va vouloir fermer la connexion. Donc, con.close. Donc, pas clone, mais close. Donc, si on exécute ce code une première fois, il n'y a pas de problème, ça va insérer. Si on exécute une deuxième fois et qu'on avait vraiment défini ça ici comme une clé primaire, il y aurait eu un problème parce qu'on serait en train d'insérer deux fois des sosies avec le même ID, les mêmes informations. La base de données refuserait. Pourquoi? À cause de l'intégrité référentielle. Ça va? Donc, on va exécuter ça. Je vous rappelle que présentement, au niveau de ma base de données, lorsque j'exécute, c'est vide, il n'y a rien. OK. Retournons dans notre application, lançons, en espérant qu'on sera satisfait du premier coup. Donc, j'appuie, on va faire ça comme ceci. Parce que s'il y a une exception, on veut voir où l'exception se produit. Donc, on va exécuter ligne par ligne. Donc, je vais lancer. Voilà. Donc, ici, il n'y a jamais d'exception parce qu'on initialise avec une string. Donc, ce n'est pas à ce moment qu'on vérifie si la string est bonne ou pas. Même chose ici. L'exception risque d'arriver ici, quand on ouvre la connexion ou quand on essaie d'exécuter la requête. Donc, allons-y. Allez, je vais exécuter. Okay. Donc, voilà. Voilà, et voilà. Jusque-là, tout va bien. C'est bon. Ici, on a le premier risque potentiel d'exception. Ah, ça s'est bien passé. Ici, on a le deuxième risque potentiel d'exception. Tout s'est bien passé. Donc, techniquement, présentement, l'information est dans notre base de données. On va venir fermer la connexion et notre gentille application se réaffiche parce que c'est ce qu'elle est supposée faire. Donc, si je la stoppe et que je retourne maintenant au niveau de PHP MyAdmin et que je réexécute mon fameux select, et voilà, ID 1, Tonier, Dylan. Réessayons. Je vais retourner dans mon code et on va modifier. Je vais mettre ici ID 2. Tiens. Je vais mettre Catal. Je vais mettre Aya. Je vais mettre 13. On va relancer l'application. On va passer rapidement. Voilà. Je reviens au niveau de mon serveur. Toujours SQL. On exécute. Et voilà. Ça va? Donc, je répète, j'ai fait un insert. C'est pas que je ne vous aime pas, mais je ne ferai pas le update, delete, select, parce que je crois que si vous avez révisé ce qu'on a fait la semaine dernière, vous voyez que c'est du copier-coller. C'est la même histoire, les mêmes étapes au même endroit. Si on voulait travailler avec un data grid view, même principe, mais vous avez maintenant la possibilité en C# d'interagir avec deux serveurs de base de données différents. Celui qui vient par défaut avec Visual Studio, donc Microsoft SQL Server Express,
et par défaut aussi Microsoft SQL Server, il suffit de prendre .SQL au lieu de .SQL Client. Et maintenant, on vient de voir comment rajouter MySQL. C'est de la même façon qu'on pourra rajouter Oracle quand vous aurez fait du Oracle la session prochaine, ou Mongo quand vous aurez fait du MongoDB la session prochaine, etc., etc. Ça va pour tout le monde? Good. Donc, on va prendre la première pause. Je vais passer le premier tour de la feuille de présence, s'il vous plaît, et on se revoit dans une vingtaine de minutes. C'est bon. Donc, je stoppe l'enregistrement. Je vais le redémarrer tout à l'heure.